Bienvenue à tous nos amis à travers le monde et bienvenue à Kourou, en Guyane française, le foyer de la famille Ariane pour le lancement du vol 234, un lancement international, un double lancement. C'est ce qui a fait la réputation du lanceur Ariane 5 depuis des années. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous ce soir. Donc nous allons tout d'abord écouter le PDG d'Ariane Espace, Stéphane Israël. Mesdames et messieurs, Ariane Espace est heureuse de vous accueillir au Centre spatial de Guyane pour ce lancement, le dernier de l'année, avec notre lanceur lourd. Dans quelques minutes, nous allons lancer 2 satellites pour 2 grands opérateurs régionaux et de clients de longue date. Star One D1 pour l'opérateur brésilien Embratel Star One et JCSat 15 pour l'opérateur japonais Sky Perfect JSat. Ces 2 satellites ont été fabriqués par notre partenaire de longue date SSL. Donc je remercie Embratel Star One et Sky Perfect JSat pour leur confiance. Comme vous le voyez, derrière moi, sur l'écran de contrôle, Ariane 5 est sur son pas de tir après le transfert qui s'est opéré hier. Toutes les opérations de chronologie finale se sont bien déroulées et si le temps le permet, et pour l'instant la météo est au vert, nous devrions pouvoir lancer à 17h30. La fenêtre de tir dure 1h30 ce soir. La performance globale pour ce lancement est de 10 722 kg. Comme vous le savez, le décollage va se produire 7 secondes après H0 au moment de l'allumage des CEAP. Ariane 5 va ensuite se diriger vers l'est pour séparer les satellites sur une orbite elliptique inclinée à 6 degrés par rapport à l'équateur. L'altitude au périgée sera de 250 km et l'altitude à l'apogée sera de 35 905 km. Star One D1 sera le premier à se séparer 29 minutes après le décollage et JSat 15 sera ensuite séparé à 14 minutes après. Notre lancement va intervenir dans quelques minutes maintenant. Vive Ariane 5, vive Star One D1 et vive JCSat 15. Et bien entendu, bonne soirée à tous. Eh bien, merci Stéphane. Stéphane, nous vous retrouverons à la fin de cette diffusion. Donc, nous allons planter le décor. Notre lanceur est prêt. On va regarder ensemble ce panneau des verts. Comme vous le savez, de nombreuses activités sont tout à fait nécessaires pour préparer les lanceurs, qu'il s'agisse d'Ariane 5, de Soyouz ou de Vega. Et toutes ces activités sont résumées ici sur le panneau des verts. Et tout est au vert. Donc, tout est bon. Notre lanceur, il y en a 2 versions. Celui-ci fait 54 mètres de hauteur et il est composé de 2 parties, la partie supérieure, la partie inférieure. Nous en parlerons tout à l'heure. Ensuite, nous avons nos passagers. Vous avez le satellite Star One D1 en position supérieure et JSat 15 en position inférieure. Bienvenue à Kourou. Le vol 234 d'Ariane 5 est un événement important. Non seulement car il est le dernier lancement de l'année, mais parce que c'est le 11e satellite d'Embratel qu'Ariane Espace délivrera en orbite. Embratel est l'opérateur le plus important sur le marché sud-américain et nous sommes fiers de la confiance apportée pour la fiabilité de notre système de lancement. Star One D1 est le satellite le plus important de notre flotte en orbite. C'est le second construit par SSL pour Star One. Il sera positionné à 84 degrés ouest. Il est équipé de transpondeurs en bande C, KU et KA. Le satellite couvrira le Brésil, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Les caractéristiques techniques de D1 permettront d'offrir une grande échelle de services de télécommunication.
À l'extérieur, notre lanceur attend. Et à l'intérieur, nous voulions vous présenter certains des acteurs de ce soir. Les équipes satellites sont ici à Jupiter avec leur directeur programme Arianespace, Franck Denou. À côté de lui, Christophe Bardou, qui travaille avec l'équipe de JCSat. Le directeur programme Arianespace fait la liaison entre Arianespace et les clients. Nous avons vu un premier film sur notre premier passager. Nous allons maintenant regarder une vidéo sur JCSat 15. La collaboration entre Sky Perfect JSAT et Arianespace est fort ancienne. Cela a débuté il y a un peu plus de 30 années, quand Sky Perfect a signé le contrat de service de lancement pour son tout premier satellite, JCSat 1, qui a été lancé sur la 3e Ariane 4. Depuis, Sky Perfect JSAT a constamment renouvelé sa confiance à Arianespace avec le lancement de plusieurs de leurs satellites. Sky Perfect JSAT est l'opérateur des 2 satellites positionnés à la longitude de 110 degrés est, NSAT 110 et JCSat 110R, qui diffusent plusieurs canaux au Japon via la télévision payante Sky Perfect. JCSat 15 est le remplaçant de NSAT 110. Une fois en service, JCSat 15 prendra le nom de JCSat 110A et il diffusera, au Japon, des émissions de télévision en ultra haute définition et sur l'océan Indien et la région de l'Océanie, des services de communication de données. Il nous reste 7 minutes avant le décollage. D'autres acteurs clés, ici le poste de commandement que l'on appelle la cellule de vol avec à sa tête bien entendu Stéphane Israël, à ses côtés Roland Lagier, le directeur technique, et ce sont eux qui devront prendre les décisions si quoi que ce soit devait se produire pendant la mission. Une autre personne que vous allez entendre beaucoup ce soir, c'est ce que l'on appelle le DDO, le directeur des opérations. Pour la séquence finale lanceur. Et voilà, vous venez de l'entendre, il vient d'annoncer H-7. 0-7 minutes. Il vient d'annoncer H-7, ce qui nous fait entrer dans ce que l'on appelle la séquence synchronisée ou la séquence automatique, qui constitue le dernier moment de la chronologie. Là, vous avez de très nombreuses opérations qui vont permettre au lanceur d'être totalement autonome. Toutes les commandes vont passer des ordinateurs au sol aux ordinateurs de bord. Ici, notre lanceur Ariane 5 est prêt pour le lancement. Nous vous laissons le découvrir. Comme à l'accoutumée, les éléments du lanceur Ariane 5, après traverser l'océan Atlantique de 11 jours, arrivent d'Europe par bateau au port de Kourou. Débutent au BIL les opérations de préparation du lanceur. Les opérations sur le lanceur 587 du vol 234 ont démarré au BIL le 2 novembre 2016. Le lanceur a été ensuite transféré au BAF le 30 novembre. JCSat 15 est arrivé à l'aéroport Félix Éboué le 27 octobre. Il a été transporté directement au bâtiment S5C. Comme demandé par SSL, la campagne a débuté 15 jours plus tôt pour optimiser les ressources. Après les tests de compatibilité avec l'adaptateur de vol et les vérifications sur le système fluide, les opérations de remplissage des réservoirs se sont déroulées le 19 et le 22 novembre au bâtiment S3B. Une fois posé sur son adaptateur de vol le 23, JCSat 15 a été mis en attente. Le passager supérieur Star One D1 est arrivé le 14 novembre. Transporté au bâtiment S5C, les opérations électriques ont été directement déroulées. Après transfert dans le hall de remplissage du S5A via le corridor, les opérations de remplissage ont eu lieu le 7 et le 9 décembre. Donc Starward D1, la charge utile haute, a été le premier satellite à arriver au BAFHE. Il a été mis sur le SILDA, puis a été coiffé.
JSAT-15, la charge utile basse, donc, est arrivée ensuite au BAF et a été intégrée directement sur le lanceur. Nous avons procédé ensuite au coiffage de la charge utile basse avec le composite supérieur. L'assemblage complet du lanceur a pu alors se poursuivre. Donc ce vol 234 est le 11e lancement de l'année pour Arianespace. C'est aussi la 7e Ariane 5 pour l'année 2016. Et on notera qu'au BIL, nous sommes déjà en train d'assembler la première Ariane 5 dont le lancement est prévu début 2017. Vous écoutez l'interprétation simultanée de Joshua Jampol. Il y a une chose que l'on n'a pas mentionnée dans ce film, c'est que SSL a commencé sa campagne 2 semaines plus tôt que prévu. Ils ont terminé le satellite à Palo Alto et ils ont commencé plus tôt car ils avaient 5 lancements en décembre sur 4 sites dans le monde entier la même semaine. Et vous vous rendez compte, 5 lancements, vraiment un bon travail. Et Arianespace n'a pas à rougir non plus. Alors nous sommes en direct de la salle Jupiter, mais il y a également une grande activité sur la zone de lancement. Vous imaginez que beaucoup d'équipes sont très actives sous la direction de Jean-Pierre Barlet, qui est le chef des opérations de lancement. Là-bas, il y a 2 équipes, l'une responsable des opérations au sol et l'autre de l'état de préparation du lanceur Ariane 5. Il y a le chef de mission qui est à la tête de l'une. Et lorsque toutes les conditions sont réunies, il autorise la séquence à H-7. Il y a beaucoup de gens qui sont très occupés. Et dans 2 minutes, lancement de la mission Ariane 5, vous voyez que les participants ici se préparent à sortir car il y a une terrasse de chaque côté du bâtiment qui donne une vue magnifique. Et si nous avons beau temps, on va voir très bien le lancement. Alors le temps, nous avons eu beaucoup de pluie, mais nous devrions avoir un lancement tranquille. Alors vous voyez ici à gauche les bras cryogéniques. Vous avez à gauche l'hydrogène, à droite l'oxygène. Ce sont ces barres jaunes. Et vous verrez qu'elles se retirent à moins 5 secondes avant l'allumage. Et vous allez bientôt voir le lancement. Alors, vous allez entendre le DDO. À tous de DDO, attention pour moins d'1 minute. Top, I0, moins 1 minute. Donc, nous sommes là dans les 60 dernières secondes. Nous en profitons pour saluer tous nos amis au Japon, chez Sky Perfect GSAT, c'est le matin, Rio, pour Embratel Star One, nos amis de Palo Alto, et puis tous ceux de Guyane française, tous nos partenaires industriels en Europe et tous ceux qui nous suivent sur Internet. Nous espérons que vous allez bien profiter du lancement. On va écouter le DDO. Attention, regardez bien les bras s'ouvrir. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage EPC. Allumage des EAP, décollage.
Eh bien, il est 17h30. Vous avez vu, à 17h30, elle a parfaitement décollé de Guyane française dans une gerbe de feu. 11e et dernier lancement pour cette année, avec 2 nouveaux satellites de communication pour 2 grands opérateurs régionaux. C'est magnifique. Alors, les 2 EAP donnent 90% de la poussée pour le moment. Elle suit sa trajectoire et elle monte. Et elle pesait 780 tonnes au décollage. En fait, elle a perdu 14 000 kilos et elle a également brûlé 280 tonnes de propergol. Et maintenant, vous allez voir la séparation de l'étage supérieur. Le DDO va l'annoncer. Donc, nous sommes dans la première phase de vol. Nous allons les décrire tour à tour. Elle a pris sa trajectoire au-dessus de l'Atlantique et nous sommes maintenant dans la phase où nous avons le moteur Vulcain qui est en combustion. Nous avons un très beau temps. Nous pouvons donc suivre sa trajectoire. Et vous entendez le DDO qui nous dit que nous avons également passé cette étape, séparation des EAP, extinction des EAP, je crois bien, oui, c'est cela. Et le vaisseau Ariane continue sa mission. Extinction des EAP de chaque côté. Cette image est magnifique et le DDO a confirmé la séparation de ces 2 EAP qui vont tomber à 5 km au large des côtes dans un endroit très protégé. La séparation est due à 2 systèmes pyrotechniques. En bas, vous voyez notre vitesse et notre altitude. Altitude, un peu plus de 100 km. Et la vitesse, un peu plus de 2 km par seconde. Séparation de la coiffe, confirmée par le DDO. Et vous voyez une chose à gauche et vous voyez également la caméra, la vue de la caméra, et puis vous avez cette boîte bleue ici. Maintenant, on peut séparer la coiffe parce que nous sommes sortis de la couche dense de l'atmosphère, au-dessus de 100 km. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'échauffement. Et cela permet d'optimiser l'opération. Nous avons plusieurs versions de cette coiffe et aujourd'hui nous utilisons celle de 17 mètres, la plus longue. Donc maintenant nous sommes dans la seconde phase du vol. Donc les EAP ont terminé leur travail, seul l'étage inférieur, moteur unique, continue à brûler encore pendant 9 minutes. La vitesse est très importante parce que c'est le rôle de cet étage principal est de fournir une poussée qui peut durer longtemps. Il y a 2 systèmes de propulsion sur Ariane 5. Il y a la cryogénie sur l'étage principal qui est plus efficace que les EAP. En fait, le propergol solide permet le décollage et échapper à la traction. Échapper à la traction terrestre. La technique cryogénique permet quelque chose de plus précis, une orientation plus précise et également un réallumage des moteurs. Ariane 5, bien sûr, est un lanceur lourd. Les 2 autres membres de la famille sont Soyouz pour des charges utiles de poids moyen et 2 ou 3 tonnes, et Vega qui est le lanceur léger pour des charges d'environ 1 tonne.
Si vous nous rejoignez, le lancement s'est bien passé. Le vol 234 a commencé avec ses 2 passagers, Star 1 et G6A15. Alors nous allons remontrer ces images. Nous allons le faire plusieurs fois. Vous allez expérimenter ce moment intense que nous avons connu il y a près de 6 minutes. Nous avons des caméras sur les 6 sites et nous avons ainsi des vues de différents angles. Le site d'observation le plus proche du lancement s'appelle Toucan. Un certain nombre de VIP y sont aujourd'hui de fonctionnalités. C'est le plus proche. C'est le plus proche, il n'est que à 4 km environ. Et quand Ariane s'élève, on y voit comme en plein jour. Nous allons être repérés par notre première station au sol, qui est à la frontière brésilienne, celle de Natal, et le DDO vient de nous annoncer que tout va bien à bord. Ça a été un lancement magnifique, un vol sans défaut. Il reste moins de 2 minutes de propulsion de l'EPC. Et là, le propergol, à cet étage, continue à se consumer. Encore 2 minutes, dit le DDO. Bien entendu, la trajectoire a été conçue pour qu'on puisse la suivre depuis le sol. Et toutes les télémesures sont envoyées à des radars, des stations au sol, qui surveillent la santé de notre lanceur. En fait, la télémesure, ce sont toutes les données qui sont recueillies, transmises chaque seconde à ces stations par 2 émetteurs. Vous voyez, c'est cette bande blanche que vous venez de voir sous le véhicule, sous le lanceur. La télémétrie est également envoyée par des antennes qui sont en dehors du lanceur. Toutes ces données sont analysées en temps réel. Tout est enregistré. Toutes les fonctions sont enregistrées. Les clients ainsi peuvent avoir immédiatement les informations sur leur vaisseau, ce qui est très important pour la mission. Et puis on analyse également les données après la mission. En général, il y a 1 semaine après le lancement, une analyse complète de tout le fonctionnement de ce lanceur. Vous imaginez les archives énormes que possède Arianespace depuis le tout premier lancement, Ariane 1 en 1979, le soir de Noël. Et nous sommes maintenant dans la 2e phase. Nous avons le moteur unique de l'étage principal qui continue à se consumer. Vous voyez cet EPC, cet étage cryogénique principal qui s'éteint. Le DDO vient de le confirmer. Et vous voyez allumage de l'étage supérieur. Donc il y a 3 instructions données par l'ordinateur de bord. Ce sera le cas dans 13 secondes. Pas de visibilité de la télémesure par la station de Galileo. Après séparation, l'étage inférieur va tomber dans le Pacifique au large des côtes péruviennes et nous voici dans la 3e phase jusqu'à 25 minutes, 20 secondes après, encore presque 30 secondes. Là, nous avons eu la séparation, nous aurons la séparation de l'étage inférieur. Et Arianespace a perdu encore 14 000 kilos. Elle a perdu également 240 kilos de propergol dans chaque EAP avant. Donc, vous comprenez qu'elle a perdu en fait une grande partie de son poids. La plus grande partie. En fait, l'étage supérieur est là pour mettre les satellites sur leur point d'injection pour
le moment de la séparation. Et son rôle est de les relâcher dans l'espace. C'est un rôle de propulsion. Il y a un autre rôle qui intervient pendant la phase balistique, mais nous reviendrons là-dessus dans un petit moment. If you just joined us, Ariane 5's last mission. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes là sur la dernière mission de cette année avec le vol VA234. Nous allons maintenant nous concentrer sur les satellites, sur les passagers. SSL is a leading provider of commercial satellites, designing and manufacturing spacecraft that help deliver entertainment, information, and critical data around the world. With today's increasing demand for telecommunications infrastructure, satellites built by SSL enable its customers to expand their business services, including direct-to-home television, video content distribution, broadband internet, mobile communications, and Earth observation. The SSL 1300 platform, which is the foundation for SSL's geostationary satellites, provides high power and extensive flexibility while supporting numerous applications and sophisticated technology options for SSL's customers. SSL has formed strong and lasting partnerships worldwide, while also growing its customer base. This is a testament to both the quality product that SSL delivers and the collaborative relationship SSL establishes with its customers. SSL built JCSat-15 for Sky Perfect JSAT, Asia's largest satellite operator. The spacecraft will be used to meet the growing demand for telecommunications infrastructure in the Asia-Pacific region, providing video distribution, including ultra-high-definition television broadcasting, and data communications service capabilities in Japan and neighboring regions. Once it goes into service, JCSat-15 will be renamed to JCSat-110A and will be located at 110 degrees east longitude, where it will replace the NSat-110 satellite, as well as provide expansion capability. Leveraging the robust SSL 1300 platform, the satellite is designed with the flexibility to adjust its coverage of Japan and the Oceania and Indian Ocean regions to serve the areas with the highest demand. JCSat-15 is the third satellite that SSL has built for Sky Perfect JSAT, with JCSat-14 and JCSat-16 delivered and launched in 2016 and performing well on orbit. SSL is pleased to have worked closely with Sky Perfect JSAT on this program and to deliver the quality satellite that is JCSat-15. Star-1D1 is a complex multi-mission satellite designed and built by SSL for Embratel Star-1, the largest satellite operator in Latin America. Based on the highly flexible SSL 1300 platform, Star-1D1 is equipped with C, Ku, and Ka band payloads and will serve multiple missions, including telecommunications, television broadcast, broadband, internet access, and other services such as digital inclusion in Brazil and in the Latin American region. The spacecraft is the first of Star-1's fourth-generation family of satellites and will be the largest and most powerful satellite in the Star-1 fleet. It is also the second satellite that SSL has built for Star-1, with Star-1C4 delivered and launched in 2015 and performing well on orbit. SSL is proud to deliver Star-1D1 to Embratel Star-1. SSL thanks and congratulates Sky Perfect JSAT, Embratel Star-1, Arianespace, and the SSL team on the delivery of two highly capable satellites, providing services that will improve lives and make the world a better place.
Eh bien, pendant que vous regardiez cette vidéo, notre lanceur a été repris par la deuxième station de suivi, qui est sur l'île d'Ascension, une toute petite île de 10 km² qui appartient au Royaume-Uni. La NASA y avait une station jusqu'en 89 et puis ils l'ont fermée et c'est là que l'ESA a décidé de construire sa station de télémétrie qui est opérée par une société britannique. Alors il y a eu et il y aura encore une petite perte du signal de télémétrie ce soir, c'est tout à fait normal. Nous avons quelquefois des trous de suivi à cause de l'emplacement des stations de télémétrie. Donc nous avons une petite perte de signal entre Natal et l'île d'Ascension, c'est ce qui vient de se produire. Une petite minute et 18 secondes et nous aurons un autre trou entre l'île d'Ascension et la station de Libreville qui va durer 20 secondes. La station de Libreville est positionnée au Gabon sur la côte africaine. Et c'est tout à fait normal et aucune information n'est perdue. Toutes les informations sont stockées à bord dans la case à équipement. C'est la bande blanche que vous voyez juste au-dessus du moteur. Et vous avez là l'unité centrale de télémesure. Et c'est là que vous avez la mémoire de masse. Les temps et durées des pertes de signal sont programmés dans cette unité et l'unité est bien entendu programmée pour enregistrer toutes les données qui devraient être transmises aux stations au sol. Et les données sont retransmises dès que le signal est de nouveau acquis. Donc notre étage supérieur va continuer à fonctionner pour arriver à la bonne altitude pour l'injection des satellites. Nous avons toujours le suivi des stations au sol. Vous avez toujours l'île d'Ascension qui ensuite va être suivie par Libreville au Gabon à l'ouest de l'Afrique et Malindi au Kenya sur la côte est du continent africain. L'effort européen dans le domaine de l'espace est une relation de longue date. Nous allons en savoir plus dans notre nouveau sujet vidéo. Le partenariat entre Arianespace et Star One a débuté il y a 30 ans. Depuis, au travers de toutes ces années, Star One a fait confiance à Arianespace pour le lancement de ses satellites et nous sommes heureux de faire partie des succès d'Embratel. Notre équipe d'ingénieurs spécialistes a fait un énorme travail en vérifiant précisément toutes les phases du procédé de fabrication en incluant l'intégration et les tests. Le but est toujours le même, de fournir un service fiable et de grande qualité à nos clients. Ce lancement est le 11e que nous dirigeons, Embratel Star One et Arianespace. Le premier lancement date de 1985 et c'était la première étape d'une longue et fructueuse histoire entre nos deux sociétés. Je remercie l'équipe SSL pour tout le travail accompli ensemble pour ce programme et Embratel Star One pour la confiance mise en Arianespace et sa flotte de lanceurs. Et maintenant, le suivi de notre lanceur est assuré par la station de Libreville. Libreville qui va recevoir les données de télémesure pendant 10 à 15 minutes. Jusqu'à Ariane 3, la dernière station était en Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Akakro. Et pour le lanceur Ariane 4, il fallait une nouvelle station plus à l'est. Et c'est là qu'a été ouverte la station de Libreville, juste sous l'équateur. Et cette station est opérée par le CNES depuis 25 ans. Si vous avez suivi notre lancement, rappelez-vous, au départ, nous étions à 780 tonnes. Et bien maintenant, il ne nous reste plus que l'étage supérieur, 19 tonnes, la case à équipement, les satellites, notre adaptateur, notre SILDA, tout cela pour nous amener à peu près 30 tonnes. Et vous avez évidemment les 10 tonnes qui sont représentées par nos satellites qui vont être mis en orbite.
Donc, nous avons maintenant notre dernier étage qui est en train de fonctionner. Une chose intéressante, c'est que tous ces systèmes dont nous venons de parler, eh bien, tous ces systèmes ont une date de péremption et quand on ne les utilise pas avant la date de péremption, on les jette. C'est la même chose dans les avions, dans les voitures, mais également sur les yaourts dans votre frigo. C'est exactement la même chose. Et cela recouvre tout chez Arianespace, de la turbopompe au moindre boulon. Et notamment, cela concerne les sangles qui sont placées sous la coiffe, car ces sangles qui retiennent les passagers en place sont actionnées par des ressorts qui pourraient se relâcher avec le temps. Donc c'est un point très important qu'il ne faut pas perdre de vue. Nos 2 satellites ont été mis sous tension avant le décollage. Alors, on parle beaucoup dans le secteur, est-ce qu'il faut les mettre sous tension ou pas? Les 4 satellites de Galileo ont été mis sous tension après le lancement, mais ce n'est pas le cas ce soir. Notre vidéo va maintenant vous expliquer les premières manœuvres après séparation pour Star One D1. Le lancement est déjà une étape très importante pour réussir notre mission. Dans les 10 jours qui suivent, il y aura à bord des événements cruciaux pour ce succès, comme le déploiement des panneaux solaires, la mise à feu du moteur d'apogée permettant d'atteindre l'orbite finale et le déploiement des antennes. Ces activités sont réalisées par les équipes de SSL et Star One, situées au centre de contrôle de la mission à Palo Alto, en Californie. Dès que les tests en orbite seront finalisés, nous serons prêts à prendre le contrôle des satellites pour servir favorablement nos clients. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, Star One, SSL, Arianespace et le CSG. Bonne chance et longue vie à D1. Et il nous reste 3 minutes avant l'extinction de notre étage supérieur. Nos 2 satellites ce soir volent dans le cadre d'un vol charter SSL Loral. Ce sont les 62e et 63e satellites qui sont lancés par Arianespace et qui ont été construits par SSL Loral. Ces 2 entreprises travaillent ensemble depuis 1983 et Arianespace, cette année, a lancé 11 satellites construits par SSL, ce qui est un nombre très important, et il y en aura 2 autres qui seront lancés l'année prochaine. Et au mois de juin dernier, il y a eu encore un vol charter SSL. Vous vous rappelez sans doute d'EchoStar 18 pour les États-Unis et de Brisat pour l'Indonésie, avec une masse de satellites à peu près équivalente à celle de ce soir. 6,3 tonnes pour EchoStar, 3,5 tonnes pour Brisat. Et ce n'est pas le seul vol charter de l'année. Il y avait le vol 232 avec Intelsat 33E et Intelsat 36, qui était un vol charter pour Intelsat. Le signal vient d'être repris par la dernière station de télémesure à Malindi, au Kenya, sur la côte est de l'Afrique. En fait, Malindi a 2 stations. Ariane 4 avait besoin d'une première station, Ariane 5 avait besoin de sa propre station, et donc cette station de suivi a été construite en 1997 et reçoit les données d'Ariane 5 pendant la plus longue durée de temps, c'est-à-dire 3 heures après le lancement. Et si vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau du lanceur Vega, eh bien, Malindi a également été utilisé pour le site de San Marco, le projet italien qui a fonctionné entre 1964 et 1988 et qui, bien entendu, est
C'était ce qui a précédé le programme Vega. Nous approchons maintenant du moment de l'extinction de l'étage supérieur. Il nous reste à peu près 20 secondes. On va entendre l'annonce du DDO. Et tout à gauche, vous avez la flamme qui montre le fonctionnement. Ensuite, vous avez la case à équipement, le SILDA qui protège le deuxième passager, JCSat 15. Et bien entendu, tout en haut, vous avez Star One D1. Vous venez d'assister à l'extinction du moteur. Début de la manœuvre d'orientation au profit de Star One D1. Et donc, extinction de l'étage supérieur, parfaitement dans les temps. Donc, l'étape de propulsion se termine dès lors que l'ordinateur de vol considère que l'orbite a été atteinte. Donc, nous avons atteint la vitesse maximum. Après l'extinction du moteur, vous avez une baisse de la vitesse que vous pouvez suivre sur votre écran. Et maintenant, nous sommes dans la phase d'orientation. Au moment de la séparation de Star One, la vitesse sera d'environ 8,8 km par seconde. Et à la séparation de JCSat, notre vitesse sera à 6,8 km par seconde. Notre mission de ce soir est la 283e pour la famille Ariane et nous avons ce soir lancé les 549e et 550e satellites. Ce sont les 125e et 126e qui soient injectés en orbite de transfert géostationnaire par Ariane 5 depuis 2002. Star One D1 est le 11e satellite lancé par Arianespace pour l'opérateur brésilien, le dernier étant Star One C4 qui a été lancé par Arianespace en juillet 2015. Star One D1 est le premier satellite de 4e génération lancé par Embratel Star One. C'est également le plus gros jamais lancé par l'entreprise. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Embratel Star One est le plus gros opérateur régional en Amérique latine. Embratel et Arianespace sont partenaires depuis plus de 30 ans et tous les satellites d'Embratel ont été lancés par Arianespace. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'étage supérieur a deux rôles. Un rôle de propulsion et un rôle balistique. Son rôle de propulsion est terminé et maintenant nous entrons dans la phase dite de vol libre. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne se passe rien. Le composite, comme vous le voyez, va être manœuvré dans une série d'une vingtaine d'opérations à peu près, qui chacune vont durer de quelques secondes à quelques minutes. Et pendant cette phase, ce qui va se produire, eh bien, c'est que l'on va séparer le premier satellite dans une direction et une attitude. Ensuite, nous allons avoir la séparation du SILDA dans une deuxième direction et plus haut. Et enfin, nous allons séparer le deuxième passager dans une troisième direction et encore à une altitude plus élevée. Eh bien, comment tout cela se fait? Eh bien, vous avez un système de contrôle d'attitude qui va utiliser des petits moteurs auxiliaires que vous allez voir s'allumer sur nos images de synthèse et qui vont permettre d'orienter le satellite. Séparation Star One D1. Et vous venez de l'entendre. Vous voyez ici les équipes d'Embratel Star One qui sont toutes souriantes parce que le DDO vient de confirmer la séparation de leurs passagers. Bien entendu, personne ne félicite et n'applaudit encore parce que la mission est loin d'être terminée. Il faut encore que nous puissions séparer le deuxième satellite dans quelques minutes. Donc, vous voyez ici que notre satellite a été séparé grâce à différents systèmes de ressorts et va aller se placer sur son orbite. Voilà donc la chronologie positive du satellite. Il va y avoir acquisition par la station australienne de Mengenyu
11 minutes après la séparation. Ensuite, nous aurons le déploiement des panneaux solaires après 180 minutes. Puis il y aura mise à feu des moteurs d'apogée sur les premiers, deuxième et troisième jours après la séparation. Et puis, enfin, il y aura acquisition par les stations au sol d'ici 9 jours. Maintenant que notre premier passager a été séparé, notre composite va dans une direction différente et à une altitude différente pour la séparation du SILDA, cette structure qui protège le deuxième passager. Star One a été libéré à 1300 km d'altitude. Le SILDA va être libéré à une altitude supérieure pour éviter tous les risques de collision. Et nous allons ensuite avoir une nouvelle orientation du composite, la troisième réorientation, à une altitude encore plus élevée pour séparer JCSat 15, qui va être libéré à 4700 km d'altitude, encore une fois, pour éviter tout risque de collision. Vous avez donc 3 moteurs auxiliaires qui vont pouvoir orienter le composite en tangage, en roulage, et qui vont effectuer toutes les manœuvres d'attitude pour placer avec une très grande précision les séparation du SILDA. Et vous venez d'entendre le DDO, séparation du SILDA. Et le SILDA est poussé du composite, toujours comme le satellite, avec un système de ressort. D'orientation au profit de JCSat 15. Alors, Ariane 5 est, comme vous le savez, le seul lanceur commercial capable de lancer 2 satellites d'un poids important. Nous l'avons fait de très nombreuses fois. JCSat 15, qui est placé en position pour la séparation à 43 minutes après le décollage, c'est-à-dire dans une grosse dizaine de minutes. JCSat 15 est le 19e satellite de JC Sky Perfect lancé par Arianespace, qui va remplacer un satellite lancé sur une Ariane 4 en l'an 2000, en octobre 2000, sur le vol 133. C'était le satellite NSat 110. Sky Perfect JSat est le plus grand opérateur satellite en Asie et son dernier vol était en mai 2012 sur le vol 206 pour le lancement de JCSat 13. Et vous voyez que le poids des satellites de JCSat ne cesse d'augmenter. Cet opérateur est très important au Japon et en Asie. Et jusque récemment, Arianespace avait lancé un satellite par an pour le Japon. Et bien entendu, Arianespace a encore 2 passagers japonais dans son carnet de commandes. En fait, Arianespace détient 70% des parts de marché sur le Japon depuis le premier lancement en 1989, avec le vol 29 sur un lanceur Ariane 4. Et évidemment, les satellites ne cessent d'augmenter en masse. Alors maintenant, une autre vidéo pour vous présenter JCSat et sa relation avec Arianespace. Les activités des opérations d'intégration de JCSat 15, qui se sont étalées sur environ 2 ans, ont été menées du mieux possible. La plateforme SSL 1300 est très connue de nos équipes, car JCSat 15 est le 7e satellite de cette série que nous lançons depuis Kourou cette année.
Pendant cette campagne, j'ai vraiment apprécié la parfaite maîtrise de la réalisation de travaux difficiles et les efforts très professionnels des équipes d'Arianespace, du Centre spatial guyanais et de SSL. Séparation dans notre deuxième passager dans 8 minutes. La séparation, c'est une fin et c'est aussi un début. C'est la fin de la mission de la fusée, mais c'est le début de la vie du satellite. Mais avant d'expliquer comment il se sépare, expliquons comment il est attaché. En fait, un satellite, si vous voulez, c'est une boîte cylindrique qui est fixée à un adaptateur par une sangle qui l'entoure et qui le maintient sur son adaptateur. La séparation s'opère parce que la sangle, à un moment, est coupée, se relâche et relâche le satellite. Il y a 8 ressorts qui poussent le satellite, qui le font sortir. Lorsque le satellite s'éloigne du composite, cela active 2 commutateurs, informations recueillies par le sol, et c'est ce que nous allons avoir dans quelques minutes pour G6AT15. Après séparation de notre deuxième passager, le composite est encore envoyé dans une autre direction. C'est ce qu'on appelle la passivation, c'est-à-dire que l'on vide d'abord le réservoir d'oxygène liquide et ensuite ce qui reste comme hydrogène liquide. Et ça, c'est la fin de notre mission, mais ça, c'est quelque chose que nous ne verrons pas, malheureusement. C'est un grand lancement. C'est le 11e lancement cette année. Et notre prochain petit film va expliquer les manœuvres après la séparation de G6AT. Après la séparation du lanceur de JCSat-15, nous effectuerons les opérations pour augmenter l'altitude de l'orbite de transfert vers l'orbite finale géosynchrone. Puis les tests de la charge utile de JCSat-15 débuteront dans les 10 jours après le lancement. Le CSG, Port spatial de l'Europe, a été certifié ISO 14001 en 2004. C'est-à-dire toutes les activités sont conformes aux normes environnementales internationales, que ce soit la salle Jupiter où nous sommes, le centre technique, les charges utiles, le banc de test pour les EAP, les installations de destruction des propergoles, certifié encore en 2008 et de nouveau en 2011. La Guyane a été choisie en 1964 parmi 14 choix possibles, y compris en Scandinavie ou en Australie. La France voulait un nouveau centre spatial et ici, il y avait d'abord une ouverture sur l'océan, ce qui permettait également d'envoyer vers le nord pour la mise en orbite polaire, vers l'est pour la mise en orbite géostationnaire. En même temps, peu de risques pour la population, très peu de densité, 200 000 personnes, et surtout de la forêt. Et nous allons maintenant voir autre chose, le CVI sur les collines. Durant tout le vol, le lanceur transmet les paramètres de télémesure vers les différentes stations au sol installées sur la trajectoire. Les données collectées dans le flux de télémesure permettent, après le tir, d'effectuer une analyse des réactions du lanceur afin de confirmer son bon comportement en vol et d'autoriser le lancement suivant. À ce propos, les données de télémesure contiennent tous les paramètres traités par l'ordinateur de vol provenant de milliers de capteurs embarqués sur le lanceur. Toutes ces informations sont élaborées et centralisées à bord du lanceur via l'unité centrale télémesure et envoyées au sol par des signaux radiofréquences. La télémesure est reçue par des antennes paraboliques, analysée en station, et une petite sélection du flux est transférée par des liaisons satellites normales
vers le lieu nodal du système, le SCET, la station de Galio. Le SCET, cela veut dire système de centralisation et d'exploitation des télémesures, traite en temps réel les données reçues des stations au sol. Jérôme Hans de Téléspazio est responsable SCET pour ce vol. Cela comprend l'acquisition, l'enregistrement et la datation du flux des données pour le CVI. Pour les besoins de visualisation, des données sont extraites et utilisées par l'équipe sauvegarde vol et l'équipe CVI. Ceci inclut les paramètres engins, les principaux événements de la séquence de vol, l'attitude du lanceur. Les valeurs mesurées par la centrale inertielle sont aussi transmises au CSG pour support d'aide au système de localisation. Ces informations sont utilisées en temps réel par deux utilisateurs finaux, l'équipe sauvegarde de vol et l'équipe CVI. CVI veut dire contrôle visuel immédiat. Ces consoles sont dédiées aux observations de propulsion. Elles affichent les paramètres des moteurs principaux, pression pompe et réservoir, vitesse de rotation des turbines, afin de vérifier la bonne conduite du lanceur pendant les phases propulsives. Benoît Mazelier du CNEST est spécialiste en charge pour ce lancement. Stéphane Le Boucher d'Airbus Safran Launcher est responsable du contrôle de ces consoles pendant le vol. Ces écrans présentent les activations du système de contrôle du lanceur et leurs résultats sur les paramètres d'attitude pour le vol tout entier. On peut vérifier ainsi l'exécution sans faille des paramètres de prédiction. Cette station de travail est celle de la trajectoire. Elle permet de comparer les valeurs reçues avec les prédictions pendant toutes les phases de propulsion. Alexandre Dallonneau, pour Ariane Espace, est responsable de l'analyse de mission de ce vol. À la fin de la mission, il reproduit les valeurs orbitales et fournit au client le diagnostic de satellisation. Et enfin, ceci est la console de supervision pour le responsable CVI. Elle montre les accélérations du lanceur, les paramètres principaux de propulsion et les événements clés du vol comme les séparations étages et satellites, les arrêts de propulsion des moteurs. En temps réel, le responsable CFI effectue une synthèse de toutes ces informations et rapporte aux autorités du vol. Alors encore une minute avant la séparation de GSAT 15. L'équipe CVI a tous les moyens pour analyser, traiter les données qui sont envoyées tout au long de la trajectoire. Ils suivent toutes ces données et ils les communiquent à Jupiter. Plus tard, elles sont utilisées, ces données, pour reconstituer la mission, recréer le vol avec ces chiffres. Et il y aura d'ailleurs demain une analyse post-vol à Kourou. En janvier, il y en aura une autre au siège d'Ariane Espace à Évry. Nous attendons la confirmation de la séparation d'avec notre deuxième passager, GSAT 15, dans quelques secondes. Encore beaucoup de concentration. Ce sont des années de travail. Séparation GSAT 15. Et voilà. Vous avez entendu les applaudissements. Bonne nouvelle, dernière bonne nouvelle. Le deuxième passager est parti, GSAT 15. Alors pour ce moment de grande concentration, on ne dira pas tendu, mais très concentré. Là, nous sommes à Jupiter et nous regardons ce satellite qui est repoussé de ce vaisseau spatial. C'est très animé ici et également à tous les endroits où tout le monde suit ce lancement. Et voilà, après les vacances, après tous ces bonnets de Père Noël, il y aura une analyse de toutes ces données. Nous attendons
les discours post-séparation et nous attendons la confirmation du fait que le signal de JSAT-15 a bien été reçu par la station de Kumsan en Corée. Nous attendons cette confirmation. D'après ce que nous savons, de par notre expérience, c'est que le chef de mission va probablement recevoir cette confirmation par téléphone, mais je peux me tromper, et ensuite la transmet à Ariane Espace. Parfois, c'est un appel téléphonique. Parfois, on le dit à voix haute. On communique cela à la cellule de vol où est Stéphane Israël. De toute manière, lorsque cela sera confirmé, Stéphane Israël va ressortir de ce bocal et il va nous rejoindre dans cette salle. Vous voyez, ces petites lumières rouges, ce sont en fait les petits bonnets de Père Noël de nos opérateurs qui sont là. Et je crois que Stéphane Israël est prêt à se diriger. Non, peut-être pas encore, pas tout à fait. Alors nous allons vous refaire voir ces images de lancement. Encore quelques images. Alors que nous attendons confirmation et que nous attendons les discours, donc ce signal, nous aurons la première acquisition dans 7 minutes de la station de Kumsan en Corée. Je crois que c'est tout ce que nous attendons. Encore une fois, nous vous remontrons ces images. Il y aura donc une deuxième acquisition également à 12 minutes après séparation de la station de Urala en Australie. Les panneaux solaires vont commencer à se déployer dans environ 4 heures. Ensuite, il y aura la première des 4 mises à feu des moteurs d'apogée et des manœuvres pour la combustion du 3e moteur apogée, 57 minutes en tout. Ensuite, c'est dans 9 jours que commencera l'acquisition de la station. Ensuite, il faut savoir qu'il y a là 12 petits moteurs d'appoint, 2x6, qui sont utilisés. Et ensuite, il y a, comme je vous l'ai dit, la phase acquisition qui commence au bout de 9 jours. Les gens qui sont dans le bocal, comme on l'appelle, à ce moment-là, lors de ce signal, vont nous rejoindre ici dans cette salle Jupiter. Là, nous attendons la confirmation. Alors, on va faire un petit jeu là. Alors, nous sommes le vol 234. Pouvez-vous deviner combien de kilomètres Ariane 5 va parcourir ce soir au cours de sa mission? Ça, c'est une bonne question, je crois. Là, c'est un petit jeu, c'est un petit questionnaire sur le vol 234. Donc, combien de kilomètres Ariane 5 va-t-elle parcourir ce soir? Vous croyez que vous avez la réponse? On va vous la donner dans un moment. Lorsque le podium sera installé, nous entendrons nos orateurs, Stéphane Israël, bien sûr, Gustavo Zilbert pour la société brésilienne, Mitsunobu Komori également pour la société japonaise. Et en attendant, comme vous le savez, l'Europe est en train de préparer le successeur d'Ariane 5. Ariane 6, c'est une décision qui a été prise par le Conseil interministériel de décembre 2014. Il s'agit de développer un lanceur qui s'adapte mieux aux évolutions du marché, en particulier du point de vue propulsion électrique, je crois.
et qui coûtera moitié moins cher qu'Ariane 5 par kilo. Ce sera un véhicule à 2 étages. Il y aura 2 versions en fait, avec 2 ou 4 AP. Il y aura l'Ariane 62 pour les missions institutionnelles qui transportera 5 tonnes vers des orbites géostationnaires. Et il y aura aussi la version 64 pour les vols commerciaux qui va transporter 10,5 tonnes comme ce soir. Et ces nouveaux véhicules ont été conçus à la suite des suggestions de toute la communauté de l'espace et des clients dans le monde entier. La nouvelle base de lancement devrait être prête en 2020, dans 4 ans, et on a déjà commencé les travaux au sol. On est en train de construire un nouveau pas de tir qui est fait 2,5 fois la taille du pas de tir de Soyouz que vous avez peut-être vu ce matin et qui sera situé à mi-chemin entre le pas de tir de Soyouz et celui d'Ariane 5. Donc rendez-vous en 2020. Donc ça, c'est pour Ariane 5. Et il y a également, il viendra Ariane 6, et il y a également une nouvelle version du lanceur Vega, Vega C, qui va faire son premier vol dans 2 ans seulement. Donc vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses dans le secteur spatial européen. Donc nous avons eu une très bonne séparation de notre premier satellite, Star One D1, et également de JSAT 15. Nous attendons maintenant confirmation de la bonne réception du signal de JSAT 15 par la station coréenne. Et quand ce sera le cas, nous allons pouvoir passer à la suite. On pourrait peut-être récapituler ce qui s'est passé cette année. Ça a été une année très chargée pour Arianespace avec 11 lancements, 7 Ariane 5, 2 Soyouz, 2 Vega, 6 lancements en moins de 4 mois. Une année record. Et sur ces 27 charges, il y a, ça veut dire que l'on a lancé plus de 61 tonnes. C'est vraiment un record par rapport à l'ancien record qui était de 25 charges utiles lancées. Ça, c'était en 2012. Et nous avons, il y a eu le lancement de 10 satellites télécoms, 7 satellites étaient des satellites d'observation de la Terre. Il y en avait 6 qui étaient des satellites d'observation en orbite polaire. Et il y a même eu 3 nanosatellites. Nanosatellites, c'est-à-dire qu'ils sont très petits. Et nous attendons la confirmation de la réception du signal de JSAT. Et dès que ce sera fait, nous écouterons Stéphane Israël et les autres discours. Alors, en attendant, connaissez-vous la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure? Combien de kilomètres Ariane 5 aura-t-elle parcouru ce soir au cours de sa mission? Vous avez une idée? Entre 18 000 et 19 000 kilomètres? Vous avez raison. 18 600 kilomètres. Alors, si l'on considère le vol vertical et horizontal, 13 000, plus de 13 000 horizontalement. Alors, donc la bonne réponse, c'est 18 600. Et vous allez pouvoir maintenant contempler à nouveau ces images, ce lancement.
Donc nous allons continuer à parler un petit peu de cette année qui a été excellente pour Arianespace. Le premier lancement, c'était le 27 janvier, c'était le vol 228. Alors là, il y a une anecdote. Vous savez, je vous ai dit que c'était la spécialiste Ariane 5 des doubles lancements. Eh bien, je me souviens qu'il y avait un lancement en février. Eh bien, nous préférons en fait, plutôt que de raconter de vieilles histoires, écouter ces applaudissements. Nous avons à présent confirmation de la réception du signal de GSAT 15. Donc félicitations. Félicitations à tout le monde. Le DDO l'a confirmé. Je vois que Stéphane Israël est très heureux, que nous voyons que les amis, les collègues sont très heureux. Il y aura champagne, cigares. Mais pour le moment, nous allons écouter Stéphane Israël qui est en train de nous rejoindre à la tribune pour les discours de clôture et il va être suivi de différents représentants des clients, c'est-à-dire de GSAT, de Mitsunobu Komori, de Sky Perfect GSAT, et de Gustavo Zilbert de Star One, et David Bernstein de SSL. Donc, nous attendons qu'ils rejoignent le podium. Alors, pour vous terminer cette histoire au sujet des doubles lanceurs, alors, c'était un lancement unique en janvier, et il se trouve que tous les câbles électriques, toutes les conduites de fluide qui servaient au lancement d'un seul satellite, tout l'attirail avait été rangé dans un hangar et il a fallu une journée de plus dans la campagne pour ressortir tout cela qui avait été mis de côté. Donc le double lancement, c'est vraiment la marque de fabrique d'Ariane. Et c'était donc le tout premier vol de l'année. Il y a eu un autre vol, le deuxième, le 9 mars. Le satellite 65 Ouest, et en avril, Soyuz 14 1B, un petit satellite. Ensuite, le 24 mai, nous avons envoyé une constellation de 4 satellites Galileo. Le 18 juin, on en a parlé, l'EcoStar, Brisat. Et d'ailleurs, c'était un record pour les lancements commerciaux en orbite géostationnaire, 9839 kilos. On a battu le record et Stéphane Israël est à la tribune. Chers amis, Arianespace est très heureuse d'annoncer que Star One D1 et JCSat 15 se sont séparés comme prévu sur les orbites de transfert géostationnaire prévues. Pour la 7e fois cette année et pour le 99e lancement, Ariane 5 a fonctionné parfaitement. Félicitations. Je veux remercier les 2 grands opérateurs régionaux avec lesquels Arianespace a de très bonnes relations, car pour le premier passager, Star Wars D1, il est utile de noter qu'Arianespace a lancé tous les satellites d'Umbratel Star One depuis 1985, ce qui représente 11 passagers. Et cela fait à peine un an que nous avons lancé Star One C4. Donc je souhaitais remercier le directeur exécutif d'Umbratel Star One, Lincoln Oliveira, ainsi que le président de l'entreprise, Gustavo Zilbert, qui sont avec nous ce soir, et je souhaite les remercier pour cette relation absolument exceptionnelle. Notre autre partenaire, Sky Perfect GSAT, nous a confié cet après-midi son 19e satellite depuis le lancement de GSAT 1 en 1989. Il nous reste encore un
satellite à lancer pour Sky Perfect GSAT et nous espérons signer de nouveaux contrats avec eux. Donc merci à Sky Perfect GSAT pour votre confiance. Merci au président Shinji Takada qui a suivi ce lancement depuis Tokyo et merci au vice-président Komori et directeur exécutif Jiro Komaki qui sont avec nous ce soir. Cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de notre bureau de Tokyo avec son équipe menée par Kyoshi Takamasu qui réalise un travail absolument exceptionnel. Depuis 1989, Arianespace a lancé au total 28 satellites pour des opérateurs japonais, ce qui représente plus de 70% de tous les lancements commerciaux au Japon. Donc vous voyez, quand vous avez deux clients aussi fidèles qu'Ambratel Star One, qui n'a travaillé qu'avec Arianespace et avec Sky Perfect GSAT, qui est un très bon client d'Arianespace, nous sommes très heureux de fêter Noël ou pratiquement Noël avec eux. Félicitations également à Space System Loral qui a construit ces deux passagers. Avec ce vol de ce soir, nous aurons lancé 11 satellites SSL cette année, avec notamment deux lancements dédiés entièrement à des satellites construits par SSL. Il nous reste encore 2 satellites construits par SSL dans notre carnet de commandes. Donc merci à John Shelley et à David Bernstein qui est avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, ce 7e vol d'Ariane 5 en 2007 est également le dernier lancement de l'année au CSG. Grâce à une opération exceptionnelle de toute notre famille de lanceurs, Ariane 5, Soyuz et Vega, notre record pour 2007 est absolument impressionnant. Deux records battus par Ariane 5 qui a emmené en orbite jusqu'à 10 tonnes 7, 76 succès successifs depuis 2003 pour Ariane 5, 90 vols au total. Notre lanceur lourd n'a pas d'équivalent sur le marché. Ensemble, nos 3 lanceurs ont placé en orbite cette année 27 charges utiles et grâce à nos familles, nous n'avons jamais lancé autant de satellites en une seule année, allant des tout petits satellites appelés nanosatellites aux gros satellites, sans oublier les satellites de navigation, les satellites scientifiques ou d'observation de la Terre qui sont au service de nos clients commerciaux et institutionnels. Donc je souhaitais féliciter tous nos partenaires pour le succès d'aujourd'hui, l'ESA et tous les États membres du programme Ariane, dont le soutien est absolument crucial grâce à Yann Werner, grâce à Daniel Monvander qui est le directeur du programme. Je souhaite remercier Airbus Safran Launcher qui est le plus grand constructeur d'Ariane 5 et le premier actionnaire d'Arianespace. Je sais qu'ils nous suivent depuis les Mureaux et je souhaite les remercier pour ce succès. Le CNES, notre partenaire au quotidien ici, en Guyane et au CSG, et je souhaite remercier nos sous-traitants en Guyane française et tous les salariés qui travaillent sur la base. Bien entendu, permettez-moi également de remercier tous mes collègues chez Arianespace qui ont réalisé 6 lancements au cours des 4 derniers mois afin que nous puissions tenir la parole donnée à nos clients. Je souhaite remercier tout particulièrement toutes les personnes qui ont joué des rôles clés dans notre relation avec nos clients. Jacques Breton, notre directeur commercial, qui s'est beaucoup impliqué dans notre partenariat avec le Brésil, et Yuki Takamashu, qui est clé au Japon pour nous. Donc à toutes les équipes d'Arianespace, je souhaite dire que c'est votre professionnalisme et votre engagement qui ont fait toute la différence cette année. Maintenant, permettez-moi d'accueillir au podium nos clients, nos partenaires. Merci. Bonsoir. Good evening. Boa noite. Buenas noches. I believe that you like my hat. Je crois que vous allez être d'accord avec moi pour dire que j'ai un très joli chapeau.
Stéphane Israël, Monsieur Stéphane Israël, PDG d'Ariane Espace, Monsieur Celli de SSL, merci beaucoup de ce travail extraordinaire que vous avez accompli. Merci beaucoup. Je voudrais remercier cette équipe unique des ingénieurs, des spécialistes de toutes sortes. Je voudrais les féliciter pour ce succès, pour ce lancement. C'est un très beau travail et je suis très fier d'annoncer ce moment stratégique si important pour Embratel Star One, qui est une des plus grosses entreprises de communication et d'informatique. En fait, il s'agit du numéro 9 de cette flotte de satellites d'Embratel. C'est un satellite de 4e génération, la famille D. Et cela permettra de fournir au Brésil une capacité jusqu'à présent inégalée sur la partie occidentale de l'Amérique du Sud et au Brésil pour l'Amérique latine. Et cela va pouvoir également augmenter la diffusion du haut débit dans notre région du monde. Ainsi, nous sommes l'un des plus gros constructeurs de satellites du monde et nous réaffirmons notre détermination à continuer. Nous travaillons pour les plus grosses entreprises de la région, le fait d'avoir des chaînes indépendantes qui puissent recevoir la télévision, la radio, les services téléphoniques, l'Internet, également la télémédecine, des cours, l'éducation. Et justement, pour Noël, offrir cela, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, leur offrir tout cela, leur montrer que nous pouvons lancer une nouvelle génération de satellites qui a beaucoup plus de capacité. Vous pouvez être sûr que nous allons continuer à développer nos structures en offrant toujours la meilleure technologie, la meilleure qualité de service. Merci beaucoup. Thank you very much. Je suis Mitsuno Komori et je suis vice-directeur du conseil d'administration de Sky Perfect GSAT. Je suis ravi d'être ici et d'avoir assisté à ce lancement spectaculaire et bien entendu réussi. Au nom de JCSat, je souhaitais dire quelques mots. Tout d'abord, je souhaitais remercier Monsieur Israël et toute son équipe chez Ariane Espace. Et je souhaitais également remercier M. Bernstein, représentant de SSL, et remercier toutes les équipes d'SSL. Et je souhaitais remercier également toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet JCSat 15. Je suis conscient des efforts exceptionnels qui ont été consacrés pour parvenir à ce succès de ce soir. Et je souhaite fêter ce succès avec notre copassager, l'équipe d'Embratel Star One. Nous allons fêter cela ensemble et nous avons commencé en partageant ces chapeaux. JCSat dispose aujourd'hui de 17 satellites opérationnels en orbite géostationnaire. JCSat 15 va nous permettre d'offrir des services de diffusion en haute définition sur le Japon et va prendre la suite de Ensat 110. JCSat 15 va également fournir des applications aéronautiques et maritimes pour l'Océanie
et pour l'océan Indien. Ce lancement réussi de JCSat 15 rend notre flotte de satellites plus fiable, avec une meilleure couverture et plus stable, ce qui est évidemment très important pour nos infrastructures. Si l'on remonte dans le temps, Arianespace, SSL et JCSat ont établi des relations dès les années 1980. JCSat 1, cela a déjà été dit, était le premier satellite commercial japonais et il avait été lancé par Arianespace en mars 1989. 6 mois plus tard, Superbird A, construit par SSL, a également été lancé par les services d'Arianespace en juin 1989. Depuis cette époque, Arianespace a assuré le lancement de 19 satellites pour nous, y compris celui de ce soir, et SSL a construit 9 satellites pour notre société, jusqu'à présent. Au tout début, nous avons eu à connaître quelques difficultés que nous avons su résoudre, et Arianespace, avec SSL, ont travaillé avec JCSat, et ce depuis plus de 30 ans, pour nous aider à installer des capacités de télédiffusion et d'Internet au Japon. Nous sommes partis de zéro et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes très fiers de cette relation et de ce que nous sommes parvenus à faire ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et bien entendu, nous allons poursuivre ce partenariat à l'avenir. Et nous allons continuer à créer ensemble. Merci. Bonsoir. Je voudrais féliciter nos clients pour Embratel Star One et Sky Perfect JSAT. On va bien s'en occuper. Nous allons nous assurer que les satellites sont en bonne position et nous voudrions également remercier nos bons amis de chez Arianespace. Ça avait été une grosse année avec eux. 7 lancements de satellites sur 5 fusées différentes, enfin sur 5 Ariane 5. Et nous sommes ravis de travailler avec eux. Et chaque fois que nous travaillons avec eux, nos équipes ici travaillent pendant environ un mois ensemble. Et tout ce que j'entends de chaque côté, c'est que c'est une expérience formidable, que ça se passe très bien. Donc merci pour cela. Pour revenir à Star One et à JSAT, nous avons lancé pour vous 2 satellites qui vont accomplir leur mission, améliorant la télé-radio-diffusion ou apportant davantage de services dans vos régions, apportant davantage de services aux gens qui habitent ces régions-là pour que le monde soit meilleur pour tout le monde. Donc, j'ai 2 équipes à Palo Alto qui ont bien travaillé là-dessus et qui ont eu les signaux des satellites. Ils disent que tout se passe bien et là, ils vont travailler dans les heures qui viennent à déployer les panneaux solaires pendant les 10 prochains jours. Ils vont travailler pendant les vacances de Noël pour que les satellites arrivent à leur bonne position, déploient tout. Donc merci encore à toutes ces équipes, à tous ceux qui ont construit ces satellites, 700 personnes, et à tous ceux qui ont travaillé ces jours-ci pour faire en sorte que ces satellites se positionnent correctement. Merci beaucoup, merci à tous.
Eh bien, mesdames et messieurs, voilà, c'est fait pour cette année. Nous en avons fait 11 sur 11 et nous revenons l'année prochaine, en janvier, pour un lancement pour un autre client qui est Hispasat. Il s'agira du satellite Hispasat 36W1 qui sera lancé par Soyuz fin janvier. Donc, merci beaucoup à tous. Ici en Guyane, à nos partenaires du CNES CSG, et merci beaucoup à tous les salariés de la base qui nous ont aidés cette année à réaliser ces 11 lancements. Un joyeux Noël à tous, de bonnes fêtes, Merry Christmas and Happy New Year. Thank you very much. Bonne fête à tous et merci beaucoup. Eh bien, pour nous, c'est fini à Kourou, pratiquement. C'était une excellente nouvelle. Nous avons encore quelques petites photos. Au revoir, c'était le 7e lancement d'Ariane 5 de l'année, le 11e lancement de satellite. Dernier succès, grand succès. Ces 2 satellites poursuivent leur chemin. Star 1 T1, GC-15, 76 succès d'affilée. Félicitations à tous. Et maintenant, comme vous l'avez entendu, prochaine mission de Soyuz Hispasat 36. Et nous y serons. Alors, c'était l'interprétation de Joshua Jean-Paul ici au CSG à Kourou. Nous espérons que vous avez bien profité de ce moment avec nous. Très très bonne fête et excellents vœux.